Des petits moments comme ça où je recevais James Brown sur mon plateau, et puis il venait s'asseoir à ma place, mini-journal, enfin, des trucs comme ça, c'était fascinant. La lumière se rallume sur Patrice Drevet. Patrice, bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 4 janvier 1948 à Paris, dans le 14e, à 4 h du matin. Alors, on note tout de suite une surreprésentation du chiffre 4. Et ça s'est pas arrêté. Et c'est fou. Vous avez fait votre fameux mini-journal en 1984. Vous avez travaillé 44 ans dans l'audiovisuel. Alors, il y a une histoire formidable. C'est un jour, vous dites, j'ai joué le 4 aux courses dans la 4e, mais il est arrivé numéro 4. J'ai joué 4 millions sur le 4 en plus. Oh, alors, enfance sans père. Vous dites, papa a dû vivre aux côtés de maman les heures nécessaires à ma conception. Enfance fauchée mais heureuse, du côté de Saint-Ouen, du côté du marché aux puces. Votre mère se bat pour élever ses 3 enfants, vous et puis votre demi-frère et votre demi-sœur. Voilà. Alors, fin de mois, c'est difficile quand même, hein? Ah ben, j'allais chez le crémier, puis c'était plus facile si c'est moi qui allais acheter le lait et le sucre, et que je disais, j'étais pas plus haut que 3 pommes, maman passera payer en fin de mois. Ah ouais. Alors, vous dites à Saint-Ouen, il y avait les cocos à la mairie et les curés à l'église. Et comme c'est le curé qui a trouvé le premier l'appartement que ma mère demandait, ben voilà, je me suis retrouvé au patronage. Tout à fait, c'est vrai. Et quelque part, je suis très content de ça, parce que pas mal de mes copains qui étaient du côté des cocos à la mairie n'ont pas tourné comme moi. Ils ont pas mal tourné, mais disons que moi, comme j'avais pas de père à la maison, il y avait une nounours, un curé qui faisait 2 mètres de haut, et quand je faisais une connerie, je prenais un coup de pied au derrière, puis voilà, j'en faisais pas 2. Alors, enfant de cœur, communion solennelle et scout. Et scout de France. Vous avez fait votre promesse de scout à Lourdes. C'est un événement pour vous qui vous a marqué à jamais, en fait. Ah, c'est fascinant, parce qu'on remonte le calvaire de nuit, au flambeau, étape par étape. C'est resté gravé dans ma mémoire. Alors, à l'école, vous êtes bon élève, mais assez pitre, hein? Oui, je m'occupais de l'animation, déjà. Déjà animateur, voilà, oui. Alors, vous vous retrouvez dans un pensionnat de pères polonais. Oui. Qui était sous comme des Polonais. Sous comme un Polonais, je suis témoin. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, je suis témoin. Mais on était tranquille comme ça, le soir au dortoir. Ils étaient complètement... Cela dit, j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est un prof de latin qui m'a donné l'envie d'aimer le français. Et de jouer avec les mots. Et ça, je l'ai gardé toute ma carrière. Alors finalement, vous vous retrouvez à l'école du spectacle rue du Cardinal Lemoine. Vous rencontrez d'ailleurs Patrick Devers, qui est là-bas en même temps que vous. Vous appreniez quoi? Alors, on apprenait soi-disant la culture générale pendant 4 heures l'après-midi. Et le matin, on pouvait vaquer aux répétitions, on pouvait le soir jouer dans des pièces de théâtre. Et moi, je faisais de la musique à l'époque. Je tapais sur une batterie. J'avais un groupe de rock qui s'appelait les Lewis. On passait dans les fêtes foraines. Donc, le soir, je finissais à la batterie. Alors, fin 1964, encore un 4. Encore un 4. Vous avez 16 ans. Et vous devenez assistant de Pierre Laforêt sur une nouvelle chaîne qui s'appelle la 2e chaîne de télévision. Vous l'avez connu comment, Pierre Laforêt? Tout simplement parce qu'il est venu recruter des figurants à l'école du spectacle. J'ai été désigné, et puis je suis passé dans la première émission. Alors, j'étais fasciné. J'ai demandé l'autorisation de revenir la semaine d'après pour le prochain enregistrement. Ils m'ont dit OK, pour voir, tu vois, comme ça. J'ai tapé l'incruste. Quand il y avait une bière à aller chercher, on me donnait un peu de monnaie, et puis j'y allais. Et puis après, je suis monté en grade, j'avais le droit d'aller chercher les sandwichs. Et ça s'est terminé par le fait que j'organisais les auditions de Serge Lama, de Françoise Hardy. Et vous finissez responsable d'édition du 20h, quand même. Oui, avec Roger Giquel. Donc j'étais le patron en régie. Quand on était trop long, c'est moi qui prenais l'initiative de supprimer un sujet ou l'autre au téléphone avec le présentateur, bien évidemment. Alors en 1968, comme beaucoup de vos collègues, vous êtes mis à l'écart de la télévision et vous vous retrouvez serveur dans les voitures-restaurants des wagons-lits. Oui, il fallait... Et dans une voiture-restaurant, c'est pour bien... C'était le lieu. Et j'en garde ça aussi un souvenir. J'ai fait des films après, dans ces voitures. J'ai réalisé des documentaires. C'est la belle époque, c'était les voitures bleues. Tout montait frais. Et il y avait des clients
assez riches d'ailleurs, qui choisissaient l'horaire de leur train en fonction du nom du chef de cuisine dans l'Orient Express. Ouais. Enfin, c'était la compagnie internationale des wagons-lits. Vous retournez ensuite travailler à la télévision de 1969 jusqu'en 84. Vous réalisez dans le monde entier des interviews de stars, en fait, pour le journal télévisé. Alors... Oui, j'étais au service culture de la rédaction de TF1. Alors, donc ça ouvre les portes. Hein. J'ai lié des amitiés avec la femme de Marley qui m'appelait pour que j'aille la photographier à Central Park à New York. Enfin, des trucs de ouf, quoi. Alors, Bowie, McCartney, Mick Jagger, Yoko Ono, Frank Zappa. Frank Zappa dans les toilettes. Il aimait pas bien les journalistes français. Alors, pour me venger, j'ai dit ça serait marrant qu'on fasse une interview dans les toilettes avec le look et tout ça. Et je l'ai interviewé dans les toilettes de je sais plus quelle grande salle. Freddie Mercury. Qui m'a dragué, mais bon... Et George Clooney. C'est pas mal, hein, ça, George Clooney. Parce que l'un à côté de l'autre, il y en a, il disait, qui est-ce qui a un faux air de l'autre? Alors, printemps 1984, encore un 4 évidemment, vous présentez Presse Citron, qui est un magazine pour ados. Et là, Antoine Decaune vous propose de venir le rejoindre sur Canal+, mais vous préférez faire le mini-journal, le fameux mini-journal, tous les jours sur TF1 à 18h. Antoine m'appelle en me disant « Tu vas voir, on va s'éclater, il y a une nouvelle chaîne, on va faire ce qu'on veut, c'est extraordinaire. » Je lui dis « Oui, je viens. » Et je vais voir mon directeur de l'information, je lui dis « Je m'en vais. » Là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Non, t'es le 10e à partir. C'est pas que t'es le meilleur, mais il faut que tu restes. Je peux pas t'augmenter, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes ?» Je lui dis, il y a une petite tranche de 10 minutes qui appartient à l'information. Personne ne s'en sert. Moi, j'aimerais bien, il y a du dessin animé, tu me la donnes et je fais un petit journal télévisé décalé. Il est court, on l'appelle le mini-journal. Et là, il s'est passé un truc fou, c'est que les adolescents ont regardé le journal. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas le faire pour les jeunes. Ce sont eux qui se sont appropriés le mini-journal. C'était quand même regardé à 50% par des adultes. Oui. Voilà. Alors, le samedi, il y avait le Mini-Mag aussi, qui a été une émission culte de l'époque. Alors, il y a une anecdote que j'adore, c'est un jour, donc, il n'y a pas d'oreillette, le sujet n'est pas prêt, et le réalisateur vous dit, le sujet n'est pas prêt, il rajoute quelques phrases, le temps que ça arrive. Comme il me dit ça en direct au téléphone, je dis, oui, maman, écoute, excuse-moi, maman, oui, bien sûr, on va en reparler, mais excuse-moi, maman, parce que là, je suis en train de travailler, je suis en direct, je te rappelle plus tard, hein, maman, au revoir, je t'embrasse, et puis je raccroche. Et le lendemain, des tas de messages de gens qui vous disent « Vous êtes un fils formidable, en plein travail, vous répondez à votre maman. » C'est vrai qu'il y a eu un retour fabuleux. Mais beaucoup de courriers, hein, vraiment. Alors, à l'époque, vous êtes très star, évidemment. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Ma mère, elle était fière. Oh là, elle en parlait partout, son fils, à la télé. Votre père biologique n'a pas cherché à vous retrouver? Il ne sait même pas qu'il m'a fabriqué, lui. Ah oui, d'accord. Et puis quand les gens dans la rue me disent « Vous en avez pas marre qu'on vous reconnaisse dans la rue ?» Moi, je réponds toujours « Vous savez, moi, mon père m'a pas reconnu. Alors si les autres me reconnaissent, ça me fait vraiment plaisir. » C'est pas faux. Vos relations avec les médias à l'époque, c'était quoi? Alors, il y avait deux choses. J'étais le chouchou parce que c'est un peu l'émission que tous les journalistes rêvaient de faire. Je faisais tout ce que je voulais. Je voyais mon directeur de l'information 2 fois par an. Et deuxième chose très importante pour moi, c'est que j'étais un petit peu l'école du journalisme de télévision. Beaucoup de jeunes sont passés par le mini-journal. Pourquoi? Parce que quand ils allaient voir le directeur de l'information, ils disaient faites des essais, faites donc un reportage pour le mini-journal. Il y a plein de journalistes qui ont, pour la plupart, réussi et qui sont passés par l'école mini-journal, et ça, j'en suis très fier. Alors, vous avez gagné de l'argent à l'époque? Non, j'étais mini-journal, mini-salaire. C'est là où je me suis fait un petit peu... Mais c'est pas grave. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté de nombreuses conquêtes? Non, mais j'ai toujours pensé que c'était pas ça, c'est pas parce que tu es connu que tu fais plus de conquêtes qu'un autre. Mais ça a été quand même, hein, j'ai assuré le minimum syndical. C'était quoi le meilleur moment de cette époque? C'était des petits moments comme ça où je recevais James Brown sur mon plateau, et puis il venait s'asseoir à ma place, mini-journal, enfin, des trucs comme ça. C'était fascinant pour moi, fascinant. Et le pire moment? Le pire moment où tu vas pleurer dans les toilettes, c'est quand tu apprends qu'on t'a supprimé l'émission parce que tu as un bétonneur qui arrive et qui ne sait pas trop ce que c'est que la télévision. Et voilà, je me suis un tout petit peu vengé au moment du 7 d'or. J'ai fait balancer une dernière vanne. Alors justement, en octobre 1987, vous recevez un 7 d'or
pour le mini-journal et le mini-mag. Le mini-mag. Et le problème, c'est qu'en fait, vous venez de démissionner un mois plus tôt, quoi. Ouais, et je balance, je tiens à remercier le président de TF1. Alors tout le monde, ouh, là, je dis l'ancien, hein, parce que le nouveau, c'est lui qui m'a remercié, là. C'est bon. Mais pourquoi ils ont viré cette émission? Mais parce qu'ils ont mis un feuilleton américain à la place qui coûtait 10 fois moins cher. Ça coûte cher un journal télévisé. Parce que c'était un vrai journal télévisé hein, pour les jeunes. Là, vous partez de TF1, donc vous allez sur la 3, vous faites Génie en herbe, ensuite sur la 2. Et en 1996, on vous confie la météo. Ce qui me plaisait, c'est qu'on ne m'attendait pas là. Non. Ah, vous dites que c'est plus difficile de faire la météo en direct que d'interviewer David Bowie à Broadway. Je dis même plus que ça. Je dis que c'est plus difficile que de présenter le journal de 20 heures. Ouais. Quand vous êtes en direct avec William Lémergie à Télématin, que vous avez prévu 3 minutes de bulletin qui vous dit « Ah, Coco, on est en retard, il te reste 20 secondes. » Mais il te le dit 10 secondes avant que commence le bulletin. En plus, tu as la gestuelle, parce que derrière, tu n'as pas la carte. Oui, il n'y a rien, en fait, il y a un fond vert. Il y a un fond vert ou un fond bleu, et puis tu as le retour. Mais dans le retour, tu es à l'envers. Donc ça part dans tous les sens. Et il ne faut pas trop se mettre devant la température de la Corse. Pour pas te faire engueuler. Puis t'as les Bretons aussi qui dépassent un peu, là. Vous avez fait ça combien de temps, la météo? 11 ans. Et ensuite, vous êtes parti? Je suis parti en 2008. Ça faisait 11 ans que je faisais la météo. J'avais jamais fait aussi longtemps quelque chose en télé. Alors, le maire de Pézenas me dit « Patrice, tu veux pas venir sur ma liste ?» Et comme j'avais organisé un festival de films sur les métiers à Pézenas qui marchait très bien, j'avais été un petit peu adopté par... voilà, je suis parti là-bas. Je suis parti et je me suis arrêté à France 2 fin janvier, début février. Je partais en campagne électorale pour la mairie de Pézenas et on a gagné. Et aux dernières élections, vous avez fait 4,44. Ça, c'était au régional, évidemment. Évidemment. Si j'ai fait le Paris-Dakar en 4-4, bah oui, obligatoirement. C'est 4 toujours. Et ici, avec des 4. Mais c'était en 81. En plus, ici... Vous avez vu ici, avec des 4. Hein. Mais je descends dans un parking, il reste une place, c'est la 40 et quelque chose. On ne peut pas savoir. C'est drôle. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque du mini-journal? Non, je ne suis pas nostalgique. Non? Je m'interdis d'être nostalgique. J'aime bien jouer les anciens combattants quand je revois les copains et tout. On se raconte les conneries qu'on a pu faire, hein, bien évidemment. Je ne suis pas nostalgique. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Patrice? Alors, je ne sécherai pas les cours d'anglais. Ah oui. Parce qu'interviewer David Bowie à Broadway, en ayant un anglais approximatif, je me débrouillais dans la ville, je me débrouille, mais après, quand ça rentre dans le technique, et heureusement, David Bowie avait à l'époque une costumière belge qui était donc trilingue, ou je sais pas, et qui a servi un petit peu sur des moments difficiles. Mais quand je lui dis ma dernière question, je dis à David Bowie, comme ça, « Are you the last rock star ?» Là, il me regarde avec un grand sourire. « Are you the last what ?» Ah oui, d'accord. Ouais, c'est horrible. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Ah, suivez la flèche. Merci, Patrice. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.